Peut-il passer du septennat au quinquennat? Non, selon le ministre d'État Mbaye Ndiaye qui estime que c'est techniquement impossible et préconise la saisine du Conseil constitutionnel pour trancher la question. Lutte contre le terrorisme au Sénégal, l'implication des chefs religieux, une solution, pense le directeur de l'Observatoire des menaces terroristes du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, mais la vigilance est de mise, soutien à Penda Mbow, historienne. Lutte contre la poliomyélite, le Sénégal a fait un bond en avant. Aucun cas de cette maladie n'est enregistré depuis un an. Le combat se poursuit. La cérémonie de lancement des journées de vaccination s'est tenue ce vendredi. En sport, beach soccer, les Lions ont reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports, Makhtar Ba. Il participe à la Coupe d'Afrique de la discipline aux îles Seychelles du 14 au 19 avril. Et puis en fin d'édition, le dossier culture du jour qui s'intéresse au wax Addis Abeba, un pagne en vogue, un pagne aux 1000 couleurs et 1000 appellations. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La réduction du mandat du chef de l'État est techniquement impossible. La révélation est faite par le ministre d'État Mbaye Ndiaye. La loi, dit-il, est générale et impersonnelle. Macky Sall ne peut par conséquent pas réduire son mandat de 7 à 5 ans. Il préconise la saisine du Conseil constitutionnel pour trancher la question. Mbaye Ndiaye que je vous propose d'écouter au micro de Mamoudou Ibra Kane. Il a juré devant le peuple sénégalais de respecter et de faire respecter la Constitution et en particulier le mandat dont il est question. Si on vous suit, Mbaye Ndiaye, vous êtes pour un septennat. On ne peut pas personnaliser la loi et l'adapter au président Macky Sall rien que pour qu'il abandonne. En résumé, son mandat. donc, vous êtes pour le maintien du septennat. Parce que c'est impossible, oui, c'est ça votre réponse. Juridiquement. Oui. Mbaye Ndiaye qui est l'invité de Mamoudou Ibra Kane. Dans l'invité du 20h, ce sera après cette édition. 30 à 45 jours, ce sont les délais fixés par une circulaire du ministère de l'Intérieur et il arrive que ces délais ne soient pas respectés. Toutefois, cette situation que déplorent les avocats de Karim Wade peut être défavorable aux requérants. Selon Maître Amadou Kane, l'avocat droit de l'homiste, parle aussi de risque de violation de délais raisonnables. Il est avec Drissa Prera et Mardia. Les avocats de Karim Wade toujours dans l'incapacité de faire valoir Cour suprême de l'arrêt de la CREI, une situation qui peut avoir des conséquences sur la décision de la Cour suprême. Cela comporte des conséquences lorsque la personne est en détention, comme dans le cas d'un pourvoi en matière pénale. C'est-à-dire qu'un pouvoir formé par un condamné, comme M. Karim Wade, qui a été condamné à 6 ans par la CREI, alors la loi lui dit vous avez 6 jours à compter de la décision de la CREI pour faire votre pourvoi. Et quand vous faites votre pourvoi, vous avez 1 mois à compter de la déclaration de pourvoi pour dire les raisons pour lesquelles vous avez fait le pourvoi. Or, vous ne pouvez pas critiquer un arrêt si vous n'avez pas connaissance de son contenu. Et par conséquent, cela retarde la décision, l'intervention de la décision de la Cour suprême, et donc cela contribue à le maintenir un peu plus en prison. Pour Maître Amadou Ali Kane, cette situation peut aussi impacter l'équité du procès, en ce sens qu'elle va retarder la décision de la Cour suprême. Voilà quelqu'un qui est en prison, qui est condamné, qui fait un pourvoi, et dont les avocats ne peuvent pas se mettre en état parce que ne disposant pas de la décision de justice. Et par conséquent, cela impacte sur les délais pendant lesquels la Cour suprême doit se prononcer. Il y a risque de violation des délais raisonnables de procédure de ce point de vue-là. Pour rappel, le droit sénégalais comporte une circulaire du ministère de la Justice qui fixe les délais de délivrance des décisions, mais son non-respect ne comporte aucune sanction. Drissa Prera, lutte contre le terrorisme. Au Sénégal, l'implication des chefs religieux reste la meilleure stratégie. C'est du moins l'avis d'Abdoulatif Aïdara, le directeur de l'Observatoire des menaces terroristes du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, pense que l'État doit accompagner les guides religieux en les considérant comme des auxiliaires de sécurité. Quant au professeur Penda Mbow, elle invite à la vigilance. Chérif Dia, Mohamed Dia. La menace terroriste reste une réalité. Aucun pays n'étant à l'abri de ce phénomène,
surtout lorsqu'ils abritent des cellules dormantes de djihadistes. Si vous regardez ce qui se passe dans le Nord Mali, ce qui se passe avec Boko Haram, ce n'est pas Boko Haram qui s'est déplacé du Nigeria au Cameroun, qui s'est déplacé du Nigeria au Tchad. Non, ils ont des réseaux dormants qui se réclament de Boko Haram et qui sont des Tchadiens ou bien des Camerounais bon teint et qui agissent au nom de Boko Haram. Ils ont des réseaux dormants un peu partout qui peuvent agir au nom de l'organisation mère. Contrairement à beaucoup de pays, le Sénégal dispose d'un atout de taille pour faire face à la menace terroriste, les confréries religieuses. Aujourd'hui, dans ce monde où il y a la menace terroriste à nos portes, les chefs de confréries, les marabouts qui ont des talibés, qu'ils soient dans les confréries ou bien qu'ils soient des marabouts à part, doivent être considérés comme des auxiliaires de la sécurité. Je crois que notre pays est bâti sur un socle, une réalité, une volonté qui fait que jusque-là nous avons pu juguler en tout cas toutes les menaces extérieures. La lutte contre le terrorisme se gagne surtout par les renseignements, soutient le directeur de l'Observatoire des menaces terroristes, des radicalismes, des risques criminels et syndiques au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. C'est des gens qui nous ont devancés dans l'innovation, qui ont un sens tactique du terrain extraordinaire. Et nous peinons encore à trouver des solutions. Toutes les méthodes usitées jusqu'ici ne sont pas les méthodes adéquates. Il faut qu'on aille dans l'anticipation. L'anticipation, c'est quoi? C'est d'abord mettre l'accent sur le renseignement. La deuxième chose, c'est de s'attaquer au vivier même du terrorisme. Le vivier, c'est quoi? C'est la jeunesse. Par exemple, ACMI, dans le Nord Mali, est le premier employeur de la sous-région. Parce que chaque jeune qui se présente chez eux, vous avez 300 € par mois. Si vous êtes 15, on vous donne une pick-up et une arme. Vous avez le droit d'attaquer les gens, vous avez le droit d'encadrer la drogue, vous avez le droit de faire du trafic de médicaments, vous vous enrichissez. Au nom de l'islam, les organisations terroristes continuent d'opérer dans les pays du Sahel. Les autorités sénégalaises sont conscientes des menaces. Pour les contenir, le président Macky Sall a promis, lors de la célébration du 4 avril, le renforcement des moyens des forces de défense et de sécurité. Fin de la 7e conférence des présidents d'assemblée des sections de la région d'Afrique. Les participants sont d'avis que l'Afrique peut être autonome sur le plan économique à travers une solidarité entre les États. Autre sujet abordé ce vendredi, la pauvreté et le terrorisme. Les parties prenantes se donnent rendez-vous à Yamoussoukro pour les résolutions. C'est un compte rendu signé Fatou Kinedem Mohamed Dien. Renforcer la démocratie, faire respecter les institutions parlementaires en Afrique, les présidents d'assemblée et de sections de la région Afrique se veulent fermes. Par ailleurs, des résolutions claires sont attendues à Yamoussoukro concernant le terrorisme. Il faut aujourd'hui que quand il y a un terroriste qui se déplace ou quand il y a suspicion seulement de préparation d'actes terroristes, que l'information puisse être partagée sur l'ensemble du continent. Nous sommes une région dans la francophonie, mais il faudrait que ce cadre d'échange, de partage d'expérience, d'expertise puisse nous amener à développer une collaboration qui soit horizontale, donc dans le sens sud-sud, mais à développer également une coopération dans le sens nord-sud. La pauvreté sera également au cœur des débats. Selon eux, il est temps que les pays concernés se solidarisent pour que l'Afrique puisse avoir une liberté économique. Au-delà de la diplomatie et des échanges qui peuvent passer par des migrations de population dans un même espace, il y a cette chaîne de solidarité, cette mutualisation des efforts, des moyens en vue vraiment de faire de la zone une zone économique, une zone politique, une zone de stabilité. La 7e conférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie prend aussi en compte la question relative aux élections. Sur ce, les pays où des élections seront organisées de 2006 à 2017 sont appelés à respecter la légalité républicaine, notamment la Constitution.
Fatou Kinedem, la mobilisation pour la paix et la consolidation de la justice africaine condamne le massacre du 2 avril au Kenya. Ses membres pensent que c'est un problème de survie. Ils ont aussi dénoncé le mutisme des chefs d'État africains, une démarche injustifiée et antidémocratique, estime-t-il. Le leader de AJ-PADS, Landing Savané, et le médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mamadou Ndiaye, ont observé le sitting avec les étudiants. C'est un compte rendu de Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Étudiants, universitaires, politiques, tous mobilisés pour dénoncer l'attaque à l'université de Garissa. 148 étudiants tués, la fin de l'impunité en Afrique doit sonner pour ces manifestants. La MPCA dit non au terrorisme et à l'endoctrinement de la jeunesse. La MPCA, paix et justice en Afrique et partout dans le monde. MPCA UCAD, solidaire aux étudiants de Garissa. Encore une fois, nous leur présentons nos sincères condoléances. La MPCA pour la paix et la fin de l'impunité en Afrique. Cette situation regrettable, à mon avis, pose le problème de la relation extrêmement complexe qui gouverne les rapports entre les auteurs de cette ignominie et le peuple de l'humanité. Parce que vous avez compris, j'ai sorti ces gens-là du peuple de l'humanité. Le secrétaire général de l'AJ-PADS va plus loin, il parle d'indifférence criminelle. Les États africains ne réagissent pas parce que malheureusement c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique, on est à la traîne, c'est ça la réalité. Une indifférence criminelle par rapport à ce qui vient de se passer au Ghana. Et inacceptable, intolérable, insoutenable. La mobilisation pour la paix et la consolidation de la justice africaine compte mener d'autres actions à l'université Cheikh Anta Diop pour dire non au terrorisme. L'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal a tenu son 7e congrès ordinaire ce matin. L'UDEN veut aussi asseoir un syndicat plus représentatif, un nouveau défi qui sera fondé sur la maîtrise d'éthique et l'augmentation des appuis dans le social. Le syndicalisme ne se résume pas qu'aux revendications, selon Awa Wade, secrétaire général de l'UDEN. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Nous devons éviter de perpétuer les habitudes acquises. Le mouvement syndical devrait se regarder devant la glace pour éviter la routine. Il s'agit de rétablir la confiance par un syndicalisme moderne, innovant et soucieux de l'éthique, surtout de l'éthique camarade. Le syndicalisme, ce n'est pas toujours faire des grèves, on l'a assez dit hier. C'est revendiquer, faire des grèves, mais également travailler de façon conséquente sur le mieux-être des enseignants. Jouer notre partition dans ça. Lutte contre la poliomyélite, le Sénégal a fait un bond en avant. Aucun cas de cette maladie n'est enregistré depuis 1 an. Les campagnes de sensibilisation ont porté leurs fruits. Le combat se poursuit selon les autorités sanitaires qui ont procédé ce matin au lancement des journées de vaccination contre cette maladie. Le compte-rendu est signé Salimata Osek Djibi Diallo. Bouter la poliomyélite hors du Sénégal, une campagne que semble réussir le ministère de la Santé. Depuis 8 mois, aucun cas de la maladie n'a été signalé, selon le représentant du ministre. Le Sénégal a pu maintenir son statut de pays indemne de poliovirus sauvage pendant près de 12 ans, de 1997 à 2009. 6 passages de journée nationale de vaccination ont été organisés en 2010. 4 en 2011, 1 en 2012, 2013 et 2014. Un partenaire stratégique, l'UNICEF, salue l'engagement de l'État face à cette maladie. Le Sénégal est en bonne voie. Le Sénégal n'a pas enregistré de cas de poliomyélite sauvage. Et en plus, un aspect très important, le niveau de protection des enfants. Le pays continue à enregistrer un taux de couverture vaccinale très élevé. Cet homme est atteint de la poliomyélite, d'où sa détermination pour mieux sensibiliser les parents. Ce qui m'a andi ci activité bi mooy dafa am loo xam ne daf ma dab
Je suis ici car je connais bien la maladie. J'ai la polio, mais je ne vais pas rester les bras croisés. Je vais sensibiliser les parents pour que les enfants soient épargnés. Aujourd'hui est célébrée la journée de vaccination contre la poliomyélite. Tous les enfants âgés de 0 à 5 ans doivent être vaccinés dans les centres de santé à partir de ce jour. Salimata Osek, la région médicale de Louga ambitionne de vacciner environ 200 000 enfants âgés de 0 à 5 ans contre la poliomyélite. Selon le médecin-chef de Louga, les acquis dans la lutte contre cette maladie doivent être consolidés pour éliminer définitivement la poliomyélite. Mam Dembassi, médecin-chef de la région de Louga, est au micro de notre correspondant Tchernofal. À l'état actuel, je pense que notre pays est bien avancé parce que nous sommes donc dans la dernière ligne droite pour pouvoir en tout cas éliminer la poliomyélite. Donc là, normalement, je pense qu'on peut bien dire que nous allons vaincre la poliomyélite et même nous avons vaincu la poliomyélite. Maintenant, il s'agit de pouvoir consolider ces acquis-là. Et normalement, tout le monde est engagé et je pense que les communautés aussi donc, ont la grande responsabilité de pouvoir vacciner les enfants, donc de pouvoir consolider donc, cet acquis qui permettrait d'ici peu d'éliminer la poliomyélite de notre pays, de notre région et en tout cas donc, de la sous-région. Nous parlons de tout à fait autre chose. Les vendeurs de carnets de vaccination, ils sont nombreux dans les rues de Dakar. Beaucoup de voyageurs n'achètent pas achètent ces carnets. Ces derniers ont parfois des cachets. Du coup, certains n'ont pas besoin de se rendre à l'hôpital pour faire les vaccinations en cas de sortie du territoire national. Ceci est-il prudent? Élément de réponse dans ce reportage signé Fatou Kinedem. Ces carnets de vaccination se vendent comme des petits pains sur l'avenue Émile Badiane. Mais devant une caméra, ces commerçants prennent la fuite. Ce sont les imprimeries qui nous vendent ces carnets. Nous, on les achète à 100 francs ou 75 l'unité. Ensuite, on les revend à 150 ou 200 francs. Ils se méfient. Ces vendeurs ont-ils le droit de monnayer ces carnets de vaccination? Je vends des carnets de vaccination, mais vierges. Après, c'est au médecin de faire le cachet. 150 francs ou 100 francs. Daal dem ca docteur ya ñu vacciner la. Man daal loolu laa xam. Loolu nag soxna si boo ca bëggee xam dara da ngay dem ca ña ko yor. Écoutez, madame, pour les carnets qui ont des cachets, il faut aller voir ailleurs. Moi, je ne suis pas concerné. À ce niveau, je ne peux rien vous dire. Et pourtant, il en existe des carnets avec des cachets clairs qui justifient que la personne a fait les vaccinations demandées en cas de sortie du territoire national. Qui font ces cachets? C'est la question que tout le monde se pose. Dans tous les cas, c'est l'omerta concernant leur fiabilité. Prévue du 10 au 20 avril, l'édition du Dakar de Médina Gounass est fin prête pour son ouverture officielle. Toutes les dispositions sont prises. Un poste de contrôle sanitaire a été mis en place à la frontière sénégalo-gambienne, en plus du renforcement des forces de sécurité et de l'alimentation en eau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le service du bus Tata est décrié par bon nombre de Sénégalais entre surcharge et manque de considération. Les passagers ne savent plus où donner de la tête. Ces bus, ils sont obligés de les emprunter pour pouvoir vaquer à leurs occupations, mais c'est un véritable calvaire pour eux. Suivant ce reportage de Cheikh Tidiane John Martien. Des arrêts fréquents, souvent même qui dépassent le timing requis, plusieurs heures perdues en cours de route, déplorent certains passagers. On voit que bon, ils ne respectent pas les normes de station et tout quoi. Voilà. À chaque fois qu'ils voient un client, bon, ils s'arrêtent sans être dans l'arrêt. Donc voilà quoi. On peut dire que c'est aussi vrai quoi. Sur une distance qu'on peut faire en moins d'une heure de temps, on va 2 heures ou plus. C'est un problème qu'on doit revoir quoi. À savoir dans l'organisation, dans l'aspect professionnel
Il y a beaucoup de choses à revoir, quoi. Nous sommes souvent en retard et pourtant on se lève tôt vers 7 h du matin. Malheureusement, on est transporté par des bus qui roulent au ralenti. Parfois, il nous arrive d'attendre un client qui rate le bus. Dans ce cas, on est obligé de patienter. Et pourtant, dans chaque terminus, un régulateur veille au respect des règles établies. Le matin, s'il y a trop de monde, on fait des rangs. On fait le premier bus, le deuxième c'est après 7 minutes, le second 7 minutes après. Au récalcitrant, Bougouma rappelle que des sanctions sont prévues, à part le règlement intérieur. Il y en a des sanctions, si on t'avertit 2 à 3 reprises, après on te sanctionne. Je n'ai jamais vu un chauffeur ou un receveur sanctionné, mais je n'écarte pas l'idée qu'on les corrige dès qu'ils transgressent. Au départ, les bus Tata étaient réputés pour leur rapidité et leur confort, un constat qui tend à disparaître de la vie de certains usagers. La page des sports, la cérémonie officielle de remise du drapeau au Lion de Beach Soccer s'est tenue ce matin. Les protégés du coach Ibrahima Ndiaye participent à la Coupe d'Afrique de la discipline aux îles Seychelles du 14 au 19 avril 2015. L'objectif reste la qualification pour le mondial de juillet prochain et c'est la première fois que cette équipe reçoit le drapeau national. Le compte-rendu est signé Pape Nderifal. Une première pour le beach soccer sénégalais. Les Lions de ladite discipline ont reçu le drapeau des mains du ministre des Sports. Ibrahima Ndiaye Chita et le capitaine de l'équipe s'en félicitent et se disent conscients du message des autorités. C'était une première qu'on vient ici, qu'on donne ce drapeau. Donc on nous appelle ce matin pour venir prendre le drapeau. On vient, on le prend et allez, on va défendre comme d'habitude. Le ministre des Sports s'explique et invite les autres disciplines à prendre l'exemple du beach soccer. Vous recevez aujourd'hui le drapeau national vu les résultats que vous avez enregistrés sur les terrains sablonneux d'Afrique et du monde entier. En vous remettant cet ensemble tricolore, je vous exhorte à l'honorer et à le respecter. Votre palmarès si riche et si élogieux renseigne sur les immenses potentialités de cette discipline. Pour le coach et son capitaine, l'équipe affiche la sérénité et son objectif reste la qualification pour le mondial. D'abord, se qualifier et ensuite garder le trophée. Confiant, oui, pour aller à un sport de haut niveau, il faut être confiant, ça c'est le minimum. Mais le plus important, c'est que pour défendre un titre, on sait que c'est 2 fois consécutif. On l'avait pris en 2008, après 2009 on a perdu le titre, on revient après 2011, on reprend le titre, 2013 on reprend le titre, on sait que ce ne sera pas une compétition facile. Après 2 tournois remportés ces 4 derniers mois, les Lions du beach soccer vont à l'assaut pour conserver leur titre continental, une compétition prévue du 14 au 19 avril aux îles Seychelles. Toutefois, l'enjeu reste la qualification au mondial de juillet 2015 au Portugal. Pape Nderifal, nous parlons de la Ligue 1 professionnelle. La 15e journée se déroule actuellement au stade de Demba Diop où s'est invitée la violence. N'est-ce pas, Pape Farah Gning? Pape Farah, bonsoir. Pape Farah Gning, bonsoir. Alors, Pape Farah Gning, que nous allons certainement retrouver avant la fin de cette édition, notamment pour en savoir sur le match qui opposait l'Union sportive de Ouakam et Niary Tally, éliminé en 16e de finale de la Ligue africaine des champions. AS Pikine marque son retour en Ligue 1 par une défaite. Les protégés d'Alassane Dia ont été battus 1-0 par le Casa Sport pour le compte de la 15e journée avec 4 succès d'affilée pour le Casa Sport qui grimpe ainsi au classement. Je vous propose de suivre ce compte-rendu de Pape Diak, Tierno Laurent Mendy. Difficile retour aux affaires domestiques pour l'AS Pikine. Sortis en 16e de finale de Ligue africaine des champions, les Pikinois chutent 1-0 devant le Casa Sport pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Dembara Matandiaye explique la stratégie qui a eu raison du champion à titre de Ligue 1. Pikine est dans le creux de la vague depuis un certain temps. L'équipe s'en tourne par rond. Donc nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si on reste derrière, on laisse cette équipe nous attaquer. Quand elle va se réveiller, ça va être mal. Mieux vaut accélérer, mettre la pression sur eux, sur les joueurs, et essayer de marquer le plus tôt possible. Et de consolider le doute. Et c'est ce qu'on a fait. Et quand on a marqué, on s'est dit ils sont blessés, ils vont revenir. Laissons l'espace pour essayer de le contrer, de les poignarder dans le dos. 2 fois de suite, on a eu cette balle de KO, mais par manque de concentration du jeune junior, il les a mis dehors. 4e succès de suite pour le Casa Sport. Le coach exprime toute sa satisfaction. On jouait parfois, match nul, on perd. J'ai dit aux garçons, au football, on ne peut pas toujours bien jouer et perdre.
Celui qui joue toujours bien, un jour il gagnera. Au moment où il commencera à gagner, personne ne pourra l'arrêter. La mayonnaise commence à prendre. La mayonnaise commence à prendre. Et voilà, vous avez vu, depuis 4 matchs d'affilée, c'est 4 victoires d'affilée. C'est comme ça, c'est de bon augure pour la suite. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Aliou Badji à la 29e minute. Avec cette victoire, le Casa Sport grimpe provisoirement à la 4e place du tableau avec 22 points au compteur. Quant à l'AS Pikine, elle se rapproche de plus en plus de la zone de relégation. Suite de la 15e journée de la Ligue 1, Pape Farah Gning est en ligne. Pape Farah, bonsoir. Bonsoir Fatima. Pape Farah, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le match qui opposait l'Union sportive de Ouakam et Niary Tally? C'était le duel au sommet, mais on a constaté que ce duel s'est terminé en queue de poisson. Il y avait aussi beaucoup de violence sur les gradés en dehors des bus caillassés des deux équipes. Mais on peut dire que la rencontre s'est terminée de match nul vierge, mais tout en sachant que le coach de Niary Tally, Lamidien, qui déplore aussi qui a perdu 4 jours clés de son effectif, qui donc vraiment ont répondu à l'appel de l'équipe nationale U23 qui joue ce dimanche un match retour comptant pour les éliminatoires. C'est Stade Caroline Faye. Pour lui, il fallait reprogrammer cette rencontre, mais pour dire donc c'est lors de cette 15e journée, Niary Tally reste toujours leader de ce championnat, suivi de Ouakam, mais aussi en levée de rideau pour tenir en échec Djambar de Dakar, match nul, 1 but partout, but marqué à la 41e. Justin Mendy pour Port et Seydou Keita a égalisé pour Djambar. C'était tout, Fatima, ce soir, donc lors de cette 15e journée Ligue 1 sénégalaise. Pape Farah Gning, merci. Le dossier du jour à présent, le dossier culture qui s'intéresse au Wax Addis Abeba, un pagne en vogue qui habille star planétaire et personne lambda. Le modèle date des années 60, mais il est originaire de l'Éthiopie. Aujourd'hui, il est modernisé et fait la fierté de tout un continent dans le monde, suivant ce dossier. Ce wax, bon nombre de Sénégalais ne connaissent pas son nom. Certains de ceux qui le commercialisent ou le portent ne peuvent nous dire grand-chose sur ce pagne. Pour vous dire la vérité, je ne connais pas son nom, mais moi je l'appelle Saremou. Je ne connais pas l'origine de ce pagne, il me plaît, c'est tout. En tout cas, il est prisé. D'aucuns estiment que c'est le pagne en vogue. Il habille les stars planétaires et les personnes lambda. Hommes, femmes, jeunes, tout le monde vient. Tu sais, en Afrique, on ne fait que tourner. On voit quelque chose. Quand tu pars en Côte d'Ivoire, c'est ça qui marche. Au Ghana, partout en Afrique, partout au monde, c'est ça qui marche. Robes, jupes, chemises, pantalons, bref, on peut créer beaucoup de choses avec ce pagne. On l'appelle Addis Abeba dans certains pays d'Afrique, Myriam Makeba sur d'autres marchés. Le modèle est vieux de 50 ans, mais ce n'est qu'à partir de l'année 2014 qu'il a séduit le monde entier. Son vrai nom, Addis Abeba, ses origines, c'est la Somalie, Éthiopie, entre Somalie et Éthiopie. Nous avons créé, ça a duré, on l'a modernisé. Il y a le dégradé, il y a le non dégradé. Il y a la Gaga, il y a Itaget, il y a une sec. Oui, il y a beaucoup de temps, quoi. Commerçants et couturiers se frottent les mains en ce moment avec ce pagne. Ce wax, l'Addis Abeba, ça marche fort vraiment. Les wax sont bons, les gens l'aiment, quoi. Et le prix, c'est abordable. La tradition de certains pays d'Afrique revisitée grâce à ce pagne aux 1000 couleurs et 1000 appellations, un pagne qui fait la fierté du continent noir dans le monde. Le dossier met fin à cette édition. Nous allons retrouver Mamadou Ibra Kane dans quelques instants dans l'invité du 20h. Il reçoit Mbaye Ndiaye, le ministre d'État. En attendant, Chérif Diop est toujours de permanence. Merci beaucoup Fatima et on te retrouve lundi ou dimanche. Bon week-end. Dimanche. Tu étais en plein ce week-end? Je travaille le dimanche. Le samedi, je reste à la maison. Je t'inviter à faire un peu de jardinage. Non, la cuisine peut-être. Ok, merci beaucoup Fatima et bonne soirée.